Salut les gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de la saison 3 des Gonecast. Comme d'habitude, comme tous les lundis soirs à 20h, on se retrouve pour les mêmes raisons, hein. On va débattre tous ensemble sur l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, je vous répète ça chaque semaine, de vous abonner sur Twitter et sur Twitch, @InsideGones pour ne rien rater de l'actualité sur l'Olympique Lyonnais. Je vous invite également à réagir sur le chat. On va essayer de vous faire participer au débat le plus possible avec nos intervenants et notre invité du soir. Vous pouvez aussi bien réagir sur Twitter avec le hashtag Gonecast comme d'habitude. Je vais vous présenter mes invités dans quelques instants. Juste avant, je vais vous présenter le programme. Un programme qui sera un peu chamboulé puisque malheureusement, ce soir, on est en deuil, hein. On a malheureusement perdu notre ancien entraîneur Gérard Houllier, qui était passé par l'OL de 2005 à 2007. Si jamais dans le chat, il y en a qui n'ont pas suivi l'OL dans ces années-là, Gérard Houllier, il a remporté 2 fois le championnat de France en 2006 et en 2007. 2 fois aussi champion avec le trophée de champion, hein, celui de 2005 et de 2006. Il emmènera également, je ne sais pas si ça parle à certains, évidemment, j'espère que si, il emmènera l'OL en quart de finale dans la saison 2005-2006. Notamment, il battra le Real Madrid en poule 3-0, ce fameux 3-0 que l'OL a mis à la mi-temps, hein, contre le Real Madrid. Euh, il était encore à l'OL dans le staff en tant que conseiller extérieur. Il était venu épauler Bruno Genesio il y a quelques années. Malheureusement, il a disparu cette nuit. Euh, on imagine que tout le football rendra hommage dès demain, je pense, parce que la Ligue 1, ça reprend demain. On imagine qu'il y aura un grand hommage rendu à notre ancien coach, à Gérard Houllier, qui nous a quittés. On a évidemment une grosse pensée à toute la famille. On imagine que c'est pas une période facile à vivre, mais voilà, si au moins ça peut leur réchauffer un peu le cœur, voilà, c'est toujours ça de prix. Du coup, le programme de cette émission, comme je vous ai dit en première partie, on va revenir sur la carrière de Gérard Houllier à l'OL. On va revenir un peu sur tous ces faits marquants euh, au sein de son parcours à l'Olympique Lyonnais. Donc on va faire 20 minutes là-dessus. On fera 20 minutes aussi sur le débrief sur PSG-OL, hein, le match d'hier soir. Enfin, une victoire de l'OL au Parc des Princes. Ça fait 13 ans que l'OL attendait ça. Et notre dernière partie d'émission sera spécialement sur l'invité. On fera une belle interview de notre invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais juste avant, mes intervenants de ce soir. Mon premier intervenant, c'est Loïs. Comment ça va, Loïs? Bonsoir à toutes et à tous. Écoute, ça va comme, quand on apprend la perte de quelqu'un de très important dans un club qu'on aime, hein, donc toujours Ah, un petit peu c'est un peu particulier. difficile, mais bon, j'espère qu'on lui rendra hommage comme il se doit et puis, on a la chance d'avoir un grand homme du football, donc avec nous, ça nous permettra d'avoir de belles histoires et de passer cette soirée avec une belle compagnie. Exactement. Mon deuxième intervenant ce soir, c'est Oli Mask. Comment ça va, Oli? Ça va, bonsoir à tous. C'est pas toujours simple de réagir sur des faits comme ça, mais on va essayer de le faire ce soir. Ah, ça m'aurait fait bégayer plusieurs fois, hein, ces bêtises-là. Malheureusement, C'est ouais, vrai. moi, c'est la première fois que j'anime une émission en commençant par un décès. On avait eu un supporter qui était malheureusement décédé en début de saison, à qui il a fallu rendre hommage. Là, maintenant, c'est quelqu'un du staff de l'OL, quelqu'un qui est, enfin, un monsieur emblématique, hein, de l'OL. C'est vrai que ça fait bizarre. On va quand même évidemment essayer de passer une bonne soirée tous ensemble, hein. Je pense que c'est loin d'être perdu d'avance puisque ce soir, notre invité, il est journaliste à l'équipe, il est auteur des podcasts Les Roustes en foot qui sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. C'est un pilier de l'équipe du soir, c'est monsieur Didier Roustan. Bonsoir Didier. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est vrai que ce sont Ouais, des ouais. circonstances un petit peu spéciales, mais 2020, en matière de football, que ce soit pour le football français et le football international, c'est quand même une sale année. Mais j'ai peur aussi que quand on dit, bon, vivement que 2020 passe, que 2021, 2022, parce que si on regarde bien,
Hormis, bon, Maradona est parti à 60 ans, Paolo Rossi, je sais pas, il devait peut-être en avoir 66, je parle pour les départs récents. Mais les autres qui nous ont quittés, les Michel Hidalgo, les Robert Herbin, Alex Dupont, Charbonnier était jeune, hein, joueur du PSG, c'était il y a quelques jours. Et puis à l'extérieur, enfin à l'étranger, je sais pas, Jackie Charlton, Lorimer, d'autres, je disais Paolo Rossi. Ça commence, quand les gens commencent à avoir 70 ans, ils sont un petit peu en danger. Donc 75, 76, un peu plus. Et l'histoire du football commence à être longue maintenant. Et des gens qui ont entre 70 et 85 ans, on va dire, il y a Robert Rabin, voilà, il était tout jeune aussi. Et ben, il y en a beaucoup. Et j'ai peur que, et peut-être des plus jeunes aussi, parce que des fois, la vie n'est pas dans un bon ordre. Donc, j'ai peur que chaque année, maintenant, il y ait ce lot de départ, quoi. Écoute, je nous souhaite à tous d'être là, hein, le plus longtemps possible, hein. On est Malheureusement, jeunes, c'est vrai que cette année, il y a de la marge. Oui, Enfin, ça va. ça Ça va. va. Non, mais enfin, voilà, après, c'est la vie, hein, voilà. c'est pas évident, hein. Franchement, comme tu l'as dit, on n'a pas eu une année, Et puis surtout, on n'a pas eu une on, année je veux dire, on a vu jouer aussi, bah, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, Gérard Rouillon, on l'a vu entraîner chez nous, donc ça fait toujours quelque chose. Et donc voilà. Oui, ça touche plus. Justement, C'est vrai Voilà. que vous êtes directement concerné. C'est sûr. Surtout qu'on le voyait encore dans les tribunes ou sur Eurosport, parler de Lyon, etc. On oui, c'est pensait vrai. qu'il allait mieux. Il était fatigué quand même, hein, il était fatigué. Moi, il se trouve qu'il habite dans ma rue, donc bon, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis le début des années 80, quand il était entraîneur à Neules-les-Mines, et puis après à Lens, et puis évidemment le PSG. Mais la dernière fois que je l'avais vu, enfin, depuis de toute manière cette attaque qu'il a eue en 2001 lors d'un match Liverpool-Leeds, quand il est rentré dans les vestiaires à la mi-temps, etc., il était quand même très touché. Oui, puis il a Donc, eu juste rajouter Marlon. Je crois vas-y, qu'en vas-y, 2011, bien sûr. il avait une piste avec Aston Villa ou West Ham, je sais plus. Et on lui avait dit d'arrêter d'entraîner, quoi, parce que ça pouvait être fatal pour la suite de sa vie, tout simplement. Donc c'est vrai que depuis ce temps-là, on voit quand même que on le voyait sur les plateaux, sur les différentes radios, que c'était pas si simple pour lui. Et bon, bah là, on l'a pas vu hier. On l'a pas vu hier au stade. On n'a pas tout de suite percuté, enfin, on n'a pas tout de suite compris, du moins. Et bon, bah là, malheureusement, ce matin, voilà, quoi. Comme on dit, le football, ça va vite. Hein, Exactement. pour le coup, c'est véridique et dans tous les sens du terme. Tu disais, Didier, que tu connaissais un peu Gérard Rouillet personnellement. Je sais pas si tu as une anecdote à nous proposer ou quelque chose. Ça me revient pas comme ça spécialement en tête. J'en ai Jette une un qui peu me dans la cage revient, Lyon. mais qui est pas trop à son avantage, hein, parce que le football, ça va, ça vient. On sait que il y a eu ce France-Bulgarie terrible qui a marqué quoi, le football français. Et je me souviens que à cette époque-là, l'équipe de France dans les éliminatoires gagnait, mais pratiquait un football qui, moi, m'éblouissait pas et était sujet à certains dangers, selon moi. Et donc, dans mon métier, à cette époque-là, j'étais à Antenne 2, France 2. Et donc, à Stade 2, ou quand je commentais les matchs, si on me parlait de l'équipe de France, j'émettais quelques doutes. Et il est invité de Stade 2 le lendemain d'un France-Finlande, d'un Finlande-France, où la France l'emporte en Finlande 1-0. A priori, c'était le match le plus compliqué qui restait, puisque les deux autres matchs étaient à domicile. Je crois que c'est un but de Gravelaine de mémoire. Et donc, il arrive au maquillage de France Télévisions, moi j'y étais, et il restait 2 matchs après, on le sait, enfin les plus anciens le savent, s'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas trop, c'était Israël à domicile et la Bulgarie. Il fallait prendre 1 point. Et Israël, au match aller, on avait gagné 4-0 là-bas. Ce n'est pas une équipe, encore, la Bulgarie sont des bons footballeurs, mais bon. Donc, il arrive, il s'installe, il me voit, il me dit, alors mon pote, comment vas-tu, tout ça? J'ai dit, ça va Gérard? Et toi, impeccable, tu es content? Il me dit, ouais, eh ben, tu vois, tu as vu, eh ben voilà, c'est fait, toi qui aimais des réserves, tout ça et tout.
J'ai dit ouais, bah écoute, tant mieux, c'est bien. Enfin, il me chambrait un petit peu, et c'est de bonne guerre. On n'aime jamais être égratigné. Et finalement, les résultats vous donnent raison, encore qu'avec les résultats, faut toujours se méfier en football. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et c'est bien la preuve, parce qu'il avait quand même déjà une expérience du football de haut niveau, c'est que c'est jamais écrit, quoi. Parce que maintenant, on pourrait dire, attention, on ne sait jamais, patati patata, mais il n'y avait sans doute pas beaucoup de gens en France à ce moment-là. D'ailleurs, moi aussi, je pensais que c'était fait. Mais après, ils ont perdu les 2 matchs dans des circonstances inouïes. Parce que si tu l'écris, toi, tu es lecteur, tu ne peux pas le croire. Tu dis, c'est un peu exagéré. Parce que le but de la victoire d'Israël est à la dernière minute. Tu mènes 2-1 à 5 minutes, 6-7 minutes de la fin. Et le but contre la Bulgarie que tu encaisses, il est aussi à la dernière minute. Et c'est une putain d'action. Et Kostadinov, il peut frapper après son contrôle de la cuisse 20 fois comme ça. Jamais il pourra la lucarne au premier poteau de Bernard Lama. Donc, c'était quasiment écrit, quoi. C'était quasiment écrit aussi, mais c'était difficile à vivre et à accepter. Ouais. Et comme quoi, même lui qui avait une expérience, il a un peu baissé sa garde, puisque après la victoire en Finlande, il pensait que c'était réglé. Mais voilà, enfin, il y a des tas de choses à dire. Bon, ça, c'est une anecdote. Elle peut arriver à tout le monde. Les plus grands sélectionneurs du monde ou plus grands entraîneurs du monde, bien évidemment, mais c'est aussi le charme et la cruauté du football. En tout cas, merci, hein, même si ça ne le met pas forcément en valeur. Non, c'est une anecdote quand même très marrante. Et oui, c'est une bonne guerre. Franchement, merci beaucoup. Ça a permis Loïs, aussi toi, ça a permis de créer un précédent, n'empêche, quand on y regarde, parce que peut-être qu'on se croyait les meilleurs du monde justement en 93, et au final, le fait ce qui s'est passé avec l'Israël et la Bulgarie, ça permet aux sélections d'après, justement, de se dire si jamais on revient dans une situation pareille, d'éviter de peut-être être trop arrogant ou de se voir déjà gagner si on joue des équipes qui sont un petit peu plus inférieures à la nôtre. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ce qui permet aussi peut-être maintenant de voir les autres matchs avec beaucoup plus de sérénité en se disant non mais on doit gagner, on va pas prendre cette équipe pour plus faible qu'elle ne l'est, on va la respecter, mais on doit montrer qu'on est au-dessus. Il faut au moins pas en tirer de positif. Tu apprends toujours dans les défaites. Hein, mais... Si tu apprends de tes expériences, évidemment, tu es toujours plus fort. Il n'y aurait peut-être pas eu 98 si 93, on se qualifie et puis là-bas, on sait pas ce joue qui se un passe, peu bien les sûr. gros bras, etc. Et tout. Là, il a fallu changer de génération, etc. Peut-être que, sans doute, il y a une forme de lien. Les gars, Loïs, Olimas, je ne sais pas si vous avez un souvenir particulier à nous faire remonter là comme ça, Oli. Vas-y, Oli, je t'en prie. Oui, bon, des souvenirs, il y en a beaucoup quand même, surtout à l'OL. On peut en parler peut-être un peu Liverpool, mais je suis pas plus spécialiste là-dedans, donc je pense que je vais rester sur l'OL. C'est pour moi le seul top coach qu'on a eu depuis Aulas, on va dire. Seul top coach où on a eu juste après le départ de Paul Le Guen. Et vraiment, on a grimpé d'un échelon. Et donc, voilà, je pense que le jeu était vraiment très intéressant, même si à l'époque, comme disaient pas mal de spécialistes, c'était une Formule 1. Donc bon, on pouvait mettre un peu tout le monde. Mais bon, quand même, Mouillet a eu sa patte. Il y a eu aussi quelques déceptions, je reviendrai après. Mais il a quand même eu sa patte. On a eu des belles aventures et des champions. La Ligue 1, je pense que au début de saison, toutes les équipes qui voyaient l'OL avec une envie, c'est de terminer directement la saison, quoi. C'était terrible, mais c'était comme ça. Donc voilà, tu gagnes, tu fais 2 saisons à 84 et 81 points. Je crois qu'il me semble qu'il y a une partie de saison où tu es à, je crois, peut-être 16 victoires, un nul, une défaite, il me semble. Ouais, tu perds contre absolument incroyable. Au bout de 18 journées, je crois, ou 19. Ouais, enfin, c'est absolument incroyable. C'est un début de saison magnifique. Tu as toujours, même dans des matchs un peu compliqués, un Juni qui arrive à faire la différence. Bon, ça, c'est Juninho. Hein. Bon, tu as la déception en Ligue des Champions. Est-ce que tu peux parler de déception quand tu joues le Milan ? Tu joues le Milan à l'aller sans Juninho et au retour sans Thiago. Ça, il faut le noter quand même. Alors, au retour, notamment, il fera ce changement. Si je dis pas de bêtises, il met François Clerc ou Réveillère. Enfin, il met les deux
au même moment, à la 65e, un truc comme ça. L'OL recule, bon, tu vas prendre ce but. C'est un but, c'est comme Didier Roustan parlait de la Bulgarie. Israël, bah là, tu prends ce but-là, Abidal rate sa tête, ça tape les deux poteaux. C'est un truc, ça peut pas se faire, mais ça se fait quand même, quoi. Donc c'est terrible. Et puis la deuxième saison, c'est là où tu fais les 50 points, enfin les 50 points, les 16 victoires, un nul, une défaite. Et puis en deuxième partie de saison, tu t'écroules. Quand t'es quand même champion, mais tu te rates contre la Roma, clairement. Avec un houillé. Il y a eu, enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des histoires, notamment à la mi-temps à la Roma. Bon, on peut pas tout dire, mais voilà. Mais ça n'a pas été simple pour lui, je pense, la fin de saison à l'OL. Et bon, bah après il part. Mais je pense qu'on peut retenir beaucoup de positifs, que ce soit comme entraîneur, et même si ces derniers temps, j'étais pas trop fan de son rôle à l'OL, parce que je pense qu'il prenait la place sur pas mal de personnes. Mais il a amené des choses. Il a notamment amené un audit au centre de formation qui, a priori, marche plutôt pas mal en ce moment. Donc voilà, c'est des choses vraiment positives. Et on retiendra ça principalement. Loïs, toi, C'est vrai t'as un que souvenir de. Ouais, vas-y, Ouais. vas-y, dis. non, c'est vrai que les 2 matchs en Ligue des Champions, enfin les 2 tours en question, moi je me souviens contre Milan, c'est là où Lyon est le plus fort et contre la Roma aussi. Je pense que contre Milan, c'était plus un grand Milan, même s'il était pas mal. Et Lyon doit passer. Au match aller, ils peuvent faire la différence un petit peu plus. Et au retour, si je dis pas de bêtises, ils prennent 2 buts dans les 10 dernières minutes. Ils C'est prennent c'est à à peu près ça. 88e et 80. Après, le Voilà. troisième est anecdotique, mais oui, ils prennent 88e. Quoi, Voilà, alors à quelques minutes de la fin. Et là, vraiment, je trouve que c'est une immense déception parce que Lyon, même, on pouvait se dire que c'était une équipe qui était prête à aller jusqu'au bout, suivant ou un petit peu de réussite. Bah, c'est comme on disait la dernière fois avec Sonny Anderson la semaine dernière, il nous manquait Ouais. aussi un mec devant qui soit très fort. Là, en l'occurrence, Fred était un bon joueur, et Carou aussi, mais dans le match, il fait un changement, il enlève Fred, il met Carou, et Carou, 25 minutes absolument inexistant. Il a Ouais. absolument rien fait, donc voilà. C'est des changements comme ça, bon, ça arrive, Et, hein, c'est pas et contre forcément. Rome, tu vois, je me souviens, il y a 0-0 à l'aller. Tu fais Sous un la pluie, poteau là, aussi. et là, tu te dis au retour, et là, il est bien possible qu'il y ait eu un excès de confiance parce que la Ouais. logique, ils étaient bien plus forts que Rome. Après, on revoit les 8 passements de jambes de Mancini devant Réveillère, et puis le cauchemar. Et à partir du moment où il y a eu cette défaite, je trouve qu'il y a eu une rupture. Et tu as compris que tu la gagnerais pas, la Coupe d'Europe des clubs Ouais. champions. Enfin, tu n'étais plus en mesure d'y prétendre vraiment. Et ces 2 matchs, ouais, sont des matchs charnières qui se jouent à ces tours-là à peu de choses finalement. Et c'est pas comme à l'époque d'Eindhoven, penalty sur Nilmar, etc., etc. Là, tu as déjà une grosse équipe, mais vraiment, si tu passes Milan et si tu passes Rome, ça s'est mal goupillé. Il faut un petit peu de chance au football, même s'il y a peut-être une part de responsabilité de certains. Je pense que Milan, c'est pire parce que t'as vraiment pas tes deux meilleurs joueurs. Enfin, c'est peut-être pas tes deux meilleurs joueurs, mais Thiago et Juninho, un match à l'aller, un match au retour, même si à l'aller, Pedretti est pas mauvais, mais c'est pas Juninho, quoi. C'est clairement pas Juninho. Et donc au retour, tu perds aussi Thiago. Voilà. Et tu feras la saison d'après Perrin, tu iras en 8e, il me semble, contre Manchester, où tu passeras pas non plus. Et après, c'est vrai que. Après, c'est fini. Bon, voilà. Le train est passé. Loïs, t'avais un souvenir à nous raconter de Gérard Houllier? Moi, j'ai envie de faire plaisir à tous les supporters lyonnais. J'ai envie de parler de Lyon-Real parce que c'est l'évidence même. Mais pour moi, ce match, c'est c'est tellement improbable ce qui se passe, tellement c'est beau. Parce qu'on joue un Real qui est quand même avec un effectif plus que solide. Tout le monde nous voit pas Les tellement Galactiques. bien réussir. Voilà, personne ne voit Lyon réussir aussi bien. Les gens se disent, bon, peut-être un nul, c'est à domicile. Et les 45 premières minutes, c'est peut-être les plus belles. Elles font partie des plus belles que Lyon ait jamais faites parce qu'il peut y avoir 4-0. On a tendance à oublier que Juninho rate un penalty à la fin. C'est un moment Pour ceux que ça d'histoire. intéresse, excuse-moi Loïs, on peut regarder le résumé de ce match sur YouTube. Je l'ai moi-même retrouvé tout à l'heure pour le plaisir de mes yeux sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, hein, le résumé de ce match et particulièrement de cette première mi-temps où l'OL gagnera déjà 3-0 avec notamment un penalty raté de Juninho. Vous pouvez retrouver ce match-là sur YouTube. C'était une équipe du Real qui n'était pas forcément hyper collective. Par contre, il avait quand même des. Bah,
des joueurs très forts. Individuellement, voilà, c'était très fort, mais c'est là qu'on a Ah vu ouais. c'est là qu'on a vu que Gérard Houllier avait créé une équipe à Lyon. Et puis le Parce que troisième but, le 3e but, mais c'est un modèle. Mmh. C'est pour moi, un, si ce n'est le plus beau jamais construit par l'OL. Alors il y a débat, il y en a eu d'autres évidemment, il y a pas de problème, mais la construction en une celui contre touche, l'Inter, du but de Sony aussi, mais aussi, mais on me l'a fait signaler tout à l'heure et c'est ça. c'est normal, mais ce but, ce jeu en une touche sur le côté droit, le centre de Réveillère parfait, la reprise de Wiltord, le 3e but, c'est 3-0 quand même. C'est un score Et le qui est commentaire lourd. aussi. Enfin tout rend ce Tout est but, là. Tout est magique. là. C'était qui? C'était Larquet et Larqué et Larqué Gilardi. et Gilardi. oui, ça. Et du coup, Mourati Gilardi. juste pour, faire plus court sur Gérard Houllier, je rejoins Oli sur le fait que j'étais pas fan de ces dernières années à Lyon, mais on se rend compte à quel point c'était quelqu'un d'immense dans le football quand on voit la taille des hommages qu'il a. Souvent, on se rend compte de certaines personnes qui sont peut-être pas, par exemple, de ma génération, on se rend compte aux hommages que la personne a que finalement c'était peut-être quelqu'un de plus important que ce qu'on pouvait s'imaginer. Et quand on voit les hommages unanimes de n'importe quel club qu'il peut y avoir pour Gérard Houllier, c'est là qu'on se rend compte du poids qu'il a eu et de l'impact qu'il a eu, notamment à Liverpool quand il gagne tout sauf le titre en Angleterre, le titre de champion, puisqu'il fait coupe d'Angleterre, coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises, pas la coupe de la Ligue. Mais enfin avec ce match 5-4 contre Alaves, complètement fou. Et on se rend compte que voilà, ça a été un homme qui a été marquant, plus que marquant en tant que coach et qui après nous a ramené Memphis Depay. Enfin, il a participé au fait que Memphis C'est Depay vrai. signe à Lyon, hein. Il était dans les négociations et il Mmh. a permis de le ramener. Donc il a fait de très bonnes choses, voilà, il faut le souligner. C'était un grand monsieur du football. Voilà. Et tu parlais du Real, il y a des noms dans ce Real-là qui malgré leur présence sur le terrain, ils ont quand même perdu 3-0, mais il y avait quand même des noms formidables, hein. Il y avait quand même Raoul, Beckham, Roberto Carlos. Il y a une frappe de Roberto Carlos avec un Je crois que commentaire Zidane est suspendu, il me de semble. Je sais pas s'il est Zidane suspendu n'est ou pas là. et oui, il est Zidane blessé, n'est je pas sais là. plus. Mais il y a un commentaire de Gilardi qui, moi, m'a fait pouffer de rire tout à l'heure quand je regardais le résumé, parce que le résumé est en français pour ceux qui s'intéressent, où il y a une frappe énorme de Roberto Carlos, où Coupé la prend vraiment en En manchette. manchette, en volleyball, quoi, et, et Gilardi dit que si c'est lui qui prend la frappe, il se retrouve à Tola-Vologe direct. Donc, ouais, c'était une confrontation très très compliquée, et malgré ça, l'OL Mais malheureusement, a su gagner. on retiendra quand même plus ce but de Mancini pour le coup. Tu sais, d'espèce de truc, quoi. Ce but de Mancini qui Il se t'élimine, passe tellement. c'est ça qu'on retiendra, quoi, de la période où il est un peu. C'est dommage. Et on n'a pas Alors, parlé aussi des parcours en coupe assez catastrophiques pour le coup. Tu te fais éliminer contre l'OM juste après le Milan AC, 3 jours après le Milan AC, en Coupe de France. Et puis tu te fais éliminer à Nantes en tir au but, notamment au tir au but. Et puis tu perds aussi l'année d'avant à Libourne, je crois. Enfin, c'était les matchs de coupe de l'époque de l'OL où tu sortais contre des 3e, 4e division avec des matchs où ils n'en avaient rien à foutre. Donc voilà, Ouais, je pense de toute manière que c'était pas c'était pas l'objectif. l'objectif. Ouais, L'objectif, c'était le exactement. championnat et de gagner la Ligue des Champions. Après, c'est vrai qu'à Liverpool, il a été, enfin, à mon sens, là où il est très fort, Gérard Houllier, plus que comme entraîneur, c'est parce que comme entraîneur, effectivement, il gagne ces 3 compétitions-là. La finale de la Coupe d'Angleterre, c'est un hold-up, hein. Man Carragher, tout ça et tout, on siffle pas péno. Arsenal qui domine à outrance. Et à un moment, il y a Owen, pouf, mais vers la fin, il te marque 2 buts en 2 minutes. Tu n'as pas vu passer le truc. Après, si à Liverpool, tu dis qu'ils n'ont pas été champions, mais surtout, à ma connaissance, sur les 5 ans, ils n'ont jamais été dans les 3 premiers non plus, ce qui fait qu'ils n'ont pas fait la Ligue des Champions. Il n'a jamais fait la Ligue des Champions avec Liverpool. Donc les supporters étaient un peu, même s'il était très aimé, tout Ils ça et tout. retiennent des choses positives, mais ils retiennent aussi des Non, mais choses c'est bien négatives. aussi de retenir des choses positives. Moi, je Mmh. suis là un peu pour remettre les choses à leur place. Mais là où il a apporté beaucoup à Liverpool, c'est qu'il avait eu un sens de l'organisation. C'était un gros travailleur déjà. Et il était obligé d'avoir quelque chose en plus, dans la mesure où, c'était assez rare à l'époque, c'est un entraîneur qui va donc entraîner des équipes de haut niveau, parce que le PSG, même si 86, c'est pas le PSG de maintenant, c'est déjà, bon, il y a des ambitions. Liverpool, je t'en parle pas. Dans l'intervalle, une sélection nationale comme la France, bah, évidemment. Et après Lyon, des grosses ambitions aussi. Mais c'est donc un gars
qui n'a jamais été joueur à un haut niveau et qui était d'ailleurs un joueur quelconque comme amateur. Parce que des fois, tu as des amateurs, tu te dis, oula, lui, c'est un phénomène, mais il n'a pas été sérieux, il n'a pas eu de bol, il n'a pas eu de bon entraîneur. Enfin, il avait l'équivalent d'un mec qui a réussi après, même il était plus fort, mais l'autre s'est accroché comme ça, comme une buse, d'accord, très bien. Mais il n'avait même pas ça. Mais il avait cette passion pour le football et ce côté un peu professoral, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui était instituteur à la base, tout en étant entraîneur de Neulémine, qui est en division inférieure, etc., professeur d'anglais, etc. Et il a structuré son mode de pensée un peu au service du football avec une belle connaissance du football. Et quand il prend Liverpool, on est loin du Liverpool actuel, parce que Liverpool, c'est par période, hein, comme ces grands clubs-là d'ailleurs. Et ils sont très bas. Et il va restructurer le club, le centre de formation le rendre plus performant, faire sortir des Steven Gerrard, etc., etc. Donc, il va mettre sur pied et remettre sur pied ce club au-delà des résultats qui étaient bons en coupe, plus mitigés pour le reste. Mais je pense que plus qu'un entraîneur, sa principale force, et je pense qu'il a amené sans doute aussi à Lyon après, sans être entraîneur, en conseillant Jean-Michel Aulas, peut-être, je ne sais pas, vous parliez du centre de formation, qui a toujours été très performant à Lyon, ils n'ont pas attendu Gérard Rouillet. Mais sans doute mais des idées et des grandes connaissances, parce que c'était un gars qui était très UEFA, FIFA, les colloques, les ceci, conseiller à Red Bulls, patati, patata. Mais ça veut dire que, au-delà d'être un homme de terrain, c'était un homme dans la structure des choses, quoi. Je ne sais pas si j'exprime bien. Il avait aussi beaucoup de réseaux, en l'occurrence. Oui, gros réseau. Voilà. Bah, c'est un homme, de toute manière, très, très politique. Hein, oui. De pouvoir. Hein, tout après, après un joli sourire. Machin, c'est pas étonnant qu'il soit conseiller de Aulas. Oui, bah, c'était justement aux grandes dames de Bernard Lacombe, si j'ai bien compris toute l'histoire. Ouais. Après, tendu. voilà. Tendu, c'est le mot. Ouais. Jean-Michel Aulas a fait un choix. Il a été bien content, je pense, de Bernard Lacombe très longtemps, qui a été capital dans les succès de Lyon. Et après, Gérard Rouillet a pris le relais, quoi. Lacombe a été mis sur le côté, mais il s'est mis un peu sur le côté. Enfin bon, ça a été un peu des deux, quoi. Peut-être aussi. Compris Je que. connais pas tout ça bien. Ouais. Wow. Oli, on va passer au débrief du match d'hier, Paris Saint-Germain contre l'OL. Tu voulais juste faire un petit mot sur Rouillet en tant que conseiller d'Aulas? Moi? Oui, non, je sais pas, non. Non, je suis pas. Si c'est bon pour toi, on enchaîne. Non, il est arrivé, c'est vrai, au moment au Bruno, un peu après pour Bruno, pour le conseiller un peu dans la tactique, tout ça, aussi pour remettre un peu d'ordre. Il y a des choses positives, d'autres choses un peu négatives. On n'est pas forcément obligé d'en parler, mais ouais, non, c'est pas une grande réussite, mais il a fait des choses intéressantes. Après, son double emploi avec Red Bull me pose toujours des questions. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, après, c'est pas très grave. Bon, et écoute, on va enchaîner directement sur cette deuxième partie d'émission. Encore une fois, on souhaite à toute la famille de Gérard Rouillet on leur souhaite beaucoup de courage et voilà. Et juste pour finir, Marlon, il y aura des hommages. Il y aura un hommage demain pour le match de Ligue des Champions des filles au Juve. Okay. Et pareil contre Brest mercredi. Voilà. Et avec l'accord de l'OL, je disais, c'était dans le chat, les supporters peuvent déposer un mot, une fleur, quelque chose en hommage à Gérard Rouillet devant l'Allée des Lumières, au Grand Stade, si jamais. J'ai vu passer ce message dans le chat, j'ai vu qu'il y en a qui en demandaient sur Twitter, j'avais vu passer ça, donc le club a donné son accord si les supporters veulent aller se recueillir au Grand Stade, c'est autorisé. Écoute, t'as bien fait de le rappeler, hein, si y en a dans le chat qui sont à Lyon en ce moment, vous pouvez aller faire ça. Je pense que ça lui fera plaisir de là où il est, en tout cas je l'espère. On va enchaîner sur ce PSG Lyon dont on a eu droit hier, 1-0 pour l'OL, victoire assez inattendue, j'ai envie de dire, de l'Olympique Lyonnais contre un PSG. Non, moi je l'avais annoncé. C'est vrai, ça. Moi j'avais dit match. Combien t'avais dit? J'avais annoncé 2-1, donc j'étais un petit peu plus optimiste sur le score, mais j'avais annoncé qu'on gagnait. Moi j'avais annoncé la victoire de Lyon. Voilà.
Bon, bah, ouais. j'étais seul à prévoir un nul. Le mercredi, j'étais persuadé que Lyon allait gagner. Alors après, dans les pronos de l'équipe du soir, j'ai mis match nul 1 partout à la mi-temps et match nul 2 partout à la fin. Mais je voyais bien une victoire de Lyon aussi. Je l'ai vu arriver d'assez loin. Des fois, il y a des surprises. Là, ça me paraissait d'une logique implacable. J'avoue qu'hier soir aussi, j'avais ce pressentiment. J'étais prêt à mettre de l'argent et puis je me suis rappelé que c'était l'OL et qu'on était capable du pire. Donc bon, je me suis contenu, hein, et au final, je n'ai rien perdu, mais je n'ai rien gagné. Dommage. Contrairement à gagné une l'OL victoire, qui voilà. lui a gagné. Voilà, j'ai gagné 3 points. Voilà, c'est toujours ça de prix. Moi, je prends, hein, surtout quand c'est 3 points, c'est contre le l'essentiel. PSG. Et puis ça permet également à l'OL de passer devant le PSG, ce qui est assez fou. 29 points pour l'OL, égalité avec Lille. Donc Lille est premier à la différence de but, mais Lyon se retrouve donc deuxième du classement temporairement, puisque Marseille est à 27 points avec 2 matchs de retard. Donc Marseille, avec 2 victoires, pourrait repasser en première position, euh, avec une seule d'ailleurs aussi. Euh, Résumé du match très rapidement, Kadewere qui ouvre le score à la 35e sur une erreur, sur une mauvaise passe parisienne. Je crois que c'est Kimpembe qui fait la mauvaise passe. Ouais, une mauvaise Kartoko entente Kambi qui avec, va le servir avec Paredes, non, je crois. avec ouais, je me Je demandais sais justement plus. si c'était pas Verratti. Enfin bref, peu importe. Kartoko Kambi qui va servir Kadewere idéalement pour que Kadewere puisse finir ça gentiment. On a eu pas mal de cartons jaunes dans cette rencontre, mais le fait marquant, c'est celui qui est arrivé à la 95e. C'est Thiago Mendes qui fait un tacle sur Neymar. Neymar qui aura provoqué toute la défense lyonnaise pendant tout le match. Je pense que Thiago Mendes a eu l'intention, dans un premier Qu'il a temps, de prendre l'intention le de ballon. blesser, Et mais je, ouf. Après, je pense pas que ce soit un coup de sang non plus, mais enfin, Non. c'est pas, Pour moi, il n'y a pas de méchanceté dans son geste. non. C'est un Je pense tacle pas qu'on non voit plus. souvent dans le football, et Oui, malheureusement, son voilà. pied vient, enfin, c'est son pied qui se bloque. On voit que Neymar, il met quand même la jambe en opposition. Donc, bon, on sait que Neymar, il cherche les fautes aussi. Des fois, il prend des gros tampons. Bon, bah là, ça va. A priori, il a que 3 semaines d'absence. Donc, bon, ça va. Il y a eu justement une belle prise de position hier de Daniel Riolo dans l'after. Je sais pas si vous avez écouté, qui disait que Neymar cherchait justement les fautes à chaque fois et que forcément, c'est pas étonnant qu'il finisse par se blesser. Bah, En tout cas, Mais même dans l'équipe du soir, hein, Même Didier Roustan avait suivi Je ses pense dires que en je l'ai disant dit voilà. différemment. Oui. L'idée Oui, bah était disons que différent. Daniel Rio, il a des mots qui sont. Mais je pense qu'on n'a pas dit exactement la même Oui, chose. oui. Daniel Riolo Mais a sa façon de le dire, quoi. ouais, mais c'était En peut-être tout pas cas, forcément la même chose. Ouais, peut-être. ouais. Mais même En si tout cas, ce qu'il a dit, ça se tient sans doute. Je n'ai pas entendu, moi, je ne sais pas. Mais d'après ce qui m'est revenu, c'était plus lui et c'est assez juste, Neymar, très souvent, dans certains matchs, il sort un peu justement du match et il veut se faire le joueur en face et il le cherche et il cherche un peu des tampons ou des choses comme ça. Moi, c'était plus par rapport au jeu de Neymar qui le met en danger sur pas mal d'actions. Et je pense qu'il aurait dû faire évoluer ce jeu par rapport par rapport à longtemps, depuis longtemps. Alors les gens comprennent pas forcément la subtilité parce que ils se disent ah ouais mais alors faut plus dribbler, il faut enlever les casseurs ou des choses comme ça. Non, mais dans le football actuel et par rapport des fois à une présence physique ou certains tacles actuels, encore que les tacles étaient bien plus dangereux dans les années 70-80 parce que les arbitres laissaient faire et les joueurs partaient de loin et donc c'était. Mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Les dribbleurs brésiliens, normalement, ils sont dans l'esquive. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle L'éloge de l'esquive. Voilà, ils sont dans les feintes, dans les choses comme ça. Ce que peut faire Neymar. Le problème, c'est qu'après, une fois que tu as réussi ta feinte de corps ou ton dribble, tu enchaînes. Neymar fait ça, mais bien souvent, il attend le dernier moment pour faire sa passe ou pour faire son accélération, tant et si bien que le tampon va arriver. Et quand tu dis, qui dit ça? C'est Olivier qui dit ça. Quand tu dis, moi j'ai l'impression, j'ai pas revu l'image, mais j'ai l'impression que Thiago Mendes tacle et il a le ballon, mais Neymar, au lieu lui de continuer devant,
il se bloque pour l'empêcher, si tu veux, et en se bloquant, il prend le tampon. Je ne sais pas si je m'exprime bien comme ça. Mais Donc les gens qui croient que je veux éviter les dribbleurs ou des trucs comme ça n'a rien à voir. Mais tu es obligé de ne pas te mettre en danger quand tu dribbles, même si forcément, tu seras toujours plus en danger quand tu dribbles un joueur que si tu fais une passe à 10 mètres à un copain. Mais par rapport à son jeu, justement, qui est fait de prise de risque et de confrontation avec l'adversaire, il y a certaines choses dont il est friand, parce qu'il aime bien ça. Il était même comme ça à Santos, alors qu'il était comme une crevette. Il attendait que le gars arrive comme un fou. Il donnait le ballon, mais il y avait le tampon. Hop, il sautait et il le prenait. Mais il se relevait parce que ce n'était pas trop dangereux. Mais des fois, ça peut l'être, la preuve ici. Parce que c'est un tacle, comme il y a 10 000 tacles. Tu peux te dire que sa blessure à la Coupe du Monde, l'aurait refroidi, sa terrible blessure qu'il avait eue, l'aurait refroidi sur les contacts, mais pas du tout. Et il va toujours chercher le contact. Et les joueurs en profitent. Hier, il s'embrouille avec Dubois. Oui, c'est pas la même type de blessure. C'est pas la même chose parce que c'est le gars derrière. Non, mais tu peux te dire qu'il aurait pu. Je sais plus, qui lui met les deux genoux et qui est moins une, il lui brise les vertèbres, tu vois. Oui, il aurait pu finir. En petite. Voilà. Ça après. Mais hier, il s'embrouille avec Dubois. Dubois lui rend bien. Ça part dans n'importe quoi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il sort complètement du match, Neymar. Mais bon, on va pas faire. Mais c'est pas quelque part. Alors, mais c'est pas sérieux. Parce que Neymar, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec Dubois? Mais c'est qui Dubois? Pour Neymar, si tu veux, c'est qui Dubois? C'est comme, je sais pas moi, Mick Jagger, il va se prendre la tête avec Patrick Fiori. Tu vois, mais là, il s'est déjà pris la tête avec Savanier. Tu le regardes même pas. Non, mais sans déconner, c'est Mick Jagger, Patrick Fiori, Neymar, Dubois. Donc Dubois, il t'a mis un tampon, effectivement, il est allé assez dur avec le bras. Tu t'en fous, ne cherche pas, toi, à l'humilier pour te venger. Pense au match, pense à truc. Dubois n'existe pas. Dubois, c'est un miracle que Dubois et Neymar soient confrontés, si tu veux. Dans une société, il n'y a que le football qui peut te permettre ça. Quand il y a un tel écart de talent, dans X sport, c'est le sport collectif qui te permet ça. Si je te dis, Neymar, c'est un des 4-5 meilleurs coureurs de 100 mètres. Mais Dubois, il ne peut même pas être en 8e série pour faire les Jeux Olympiques. Il ne peut pas se qualifier. C'est pas méchant pour Dubois. Mais tu truc. Alors, si lui, demain, ma cousine va le prendre, Neymar, elle va aller un peu dur et il va essayer de se faire ma cousine. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, ou ma grand-mère, tu vois, ou ma grand-mère. Non, mais c'est un truc de gosse, quoi, à un moment. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont moins dans le jeu, quoi. Ils sont ailleurs. Ils sont très portés sur eux-mêmes. Tu vois? T'imagines Maradona, si chaque fois, je parle de Maradona, mais tu as vu les images de Maradona dans les années 80, en Argentine, les coups qu'il se prend, le machin, mais il s'en fout du mec qui est devant. C'est Maradona, le mec, il l'a cassé, il essaiera de trucs, mais il est dans le jeu, quoi. Tu vois, et même s'il rampe, il n'est pas encore tombé, il continue dans le jeu. Alors que Neymar, et collectivement, ça pose un problème. Mais comme il n'y a personne pour lui dire tu vas nous casser les bonbons longtemps, toi, je veux dire, arrête ton truc, tu joues au PSG, tu joues pas au Neymar SG, quoi, tu vois. Eh ben, ça continuera. Alors, comme il a un talent énorme, il pourra être génial certaines fois, comme il a pu l'être dans le Final 8 contre Leipzig notamment, contre Atalanta, il a été très bien dans des matchs notamment décisifs de Ligue des Champions, où là, il est un petit peu plus dans le truc. Mais dans les autres rencontres, il est dans son monde à lui. Et c'est dommage pour le PSG et pour lui-même. Voilà. Didier, merci beaucoup pour cette image. Je te cache pas que je l'avais en tête, Mick Jagger et Patrick Fiori. C'est vrai que c'est deux mondes parallèles. J'ai rien contre Patrick Fiori et j'ai rien contre Léo Dubois, entends bien, mais c'est la réalité. Bien sûr, non mais enfin voilà, je pense que les deux sont assez humbles pour reconnaître que voilà, c'est pas le même monde. Oui, voilà. Donc du coup, sur ce débrief, voilà, victoire de l'OL. La première question que j'ai envie de poser, je vais la poser à Loïs. Est-ce que Rudy Garcia a trouvé son équipe type? Parce que c'est vrai qu'on a eu droit à un Oussama Aouar des grands soirs, à un Lucas Paqueta qui voilà, est en très bonne forme en ce moment, mais il faut quand même pas oublier le fait qu'il est arrivé à l'OL récemment et que là où un joueur lambda, ce qu'il était plus ou moins en arrivant, pourrait encore être en phase d'adaptation. Lui, il est déjà quand même assez à l'aise dans un rôle qu'il n'avait pas forcément au Milan AC. On a eu un rôle qu'il a eu au début du Milan, mais pas sur la suite.
au début, mais Voilà. même j'ai pas l'impression que ce soit vraiment son poste ou son rôle sur un terrain. Didier pourra peut-être nous éclairer après, mais hem, non, non, on a eu un Noël quand même assez concentré, j'ai envie de dire. Cornet qui fait pas un match horrible non plus, j'ai l'impression. Kadewere qui, au moment où il a fallu marquer, il a su la mettre au fond. Alors c'est vrai que c'est un face-à-face avec Navas, mais quand même, je trouve qu'à son âge, avec Son l'expérience qu'il a en inexpérience, Ligue 1, il surtout. aurait pu son inexpérience, voilà exactement, il aurait pu se permettre de la rater. Est-ce que, je te repose la question, Loïs, est-ce que, avec ce 11-là qu'on a vu hier, est-ce qu'on a vu le 11 de départ que l'OL doit avoir à chaque fois selon Rudy Garcia? C'est peut-être pas tant le 11 que le dispositif tactique et ce qu'il en fait. Parce que ça fait 2-3 matchs qu'il a ce 4-3-3, mais ça fait 2-3 matchs qu'on voit un Olympique Lyonnais qui est conquérant, qui met du pressing et qui essaye de mettre les effectifs adverses, sous pression. Quelque chose qu'on voyait pas finalement, qu'on voyait peu. Et là, hier, la première mi-temps qu'on fait contre Paris, c'est dans la continuité des 2-3 derniers matchs qu'on voit, c'est-à-dire avec un Lyon qui a pas peur. Un Lyon qui arrive en disant: «OK, on va pas se faire rouler par Paris parce que c'est Paris, on veut imposer notre jeu». Ce qui fait que quand tu imposes un petit peu de pressing et que tu montres que tu as envie et que tu prends un léger ascendant, derrière, eh ben, tes milieux sont mieux, donc ils peuvent être un peu plus larges. Ce qui fait que Paqueta hier a été magnifique dans la conservation de balles et dans la construction, c'est-à-dire la première passe pour casser des lignes ou proche du but, le changement de côté Des qui fait petites du fautes bien. de vicieux aussi. Il a apporté ça également. Houssem Aouar, ben, en fait, j'aimerais bien que le match qu'il fait contre Paris, j'aimerais bien qu'il le fasse tout le temps parce que ça m'énerve de le voir moins performant contre des plus petites équipes. Mais ça, c'est un autre débat. Le trio de devant, pour moi, est intouchable parce que Dembélé est un peu dans le dur, on le dit, mais et c'est compliqué pour lui de s'intégrer vu comme l'équipe joue. Même si Memphis n'a pas été bon, c'est difficile de le sortir. Après, derrière, pour moi, le seul truc qui pourrait changer, c'est Cornet Dubois. Ça peut être changeable avec Bard et Cheglio, parce que Cheglio fait une bonne entrée aussi hier, même si Dubois fait un bon match, sauf sur ses centres, mais il fait quand même un plutôt bon match. J'ai l'impression que Rudy Garcia a trouvé comment faire fonctionner cette équipe et a trouvé le bon équilibre pour être assez inquiétant, mettre du pressing et donc mettre les autres équipes sous pression là où souvent, ben, Lyon n'était pas forcément sous pression contre les autres équipes, mais disons qu'on ne savait pas quoi faire. Là, on sait quoi faire, c'est-à-dire qu'on récupère haut et on a des joueurs pour construire et pour se projeter rapidement. Et ça, c'est quand même un plaisir. Il y a aussi le retour en forme de Thiago Mendes, parce que l'an passé, c'était quand même très compliqué. Là, cette saison, ben, on a notre numéro 6 qui fait une très bonne saison et le carton rouge est mérité. On va pas passer 10 ans, mais j'aurais préféré que Paredes ou Neymar en prennent un avant pour leur faute, qui méritait pour moi aussi un carton rouge, puisque c'était très dangereux ce qu'ils ont fait respectivement à Memphis et du coup à Decheglio pour Neymar. Decheglio Lopez, hein, j'entends. Mais Est-ce que Lopez tourne encore? Est-ce qu'il est toujours sur paraît-il, orbite? il Ah, paraît. heureusement qu'il y a les publicités parce que Il en moi, rajoute. jusqu'à la tribune d'Auteuil. Il Bah, fait du Anthony Exceptionnel. Lopez il en après. rajoute, mais c'est dommage qu'il en rajoute parce que pour moi, la faute Mais de il y a faute Neymar, quand même. la faute est Oui, oui. grossière puisqu'il arrive Il fait une cuisse, faute genou dans le. d'exaspération, Ouais, Neymar. mais ça peut mériter un Ouais. rouge parce qu'il arrive Non, gratuitement, bien sûr. genou. Non, mais ce qui était rigolo, c'est que Et ça n'en finissait plus. bien Mais sûr, comme il y a les mais pubs, à un ah moment, ça bah, doit s'arrêter. oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est l'exagération, mais Celle de c'est Paredes est pour moi pire parce que oui, Ah, elle est comment méchante, dire, celle de Paredes. oui. voilà, il sait qu'il va pas l'avoir, il sait qu'il se fait crocheter, et il lui met vraiment un gros coup quoi. Mm. Il peut Donc faire très très mal. Il peut voilà, lui faire très très mal. il peut lui faire Ouais. très mal à Memphis. Mendes, c'est parce que ça se goupille mal et qu'il y Voilà. a la blessure, Neymar pleure, part sous une civière, qui est obligé de lui donner rouge. D'ailleurs, sur le coup, il lui donne jaune. Mais s'il y en a un qui mérite vraiment le rouge, c'est Bah, Paredes, ce qui number one. ce qui pour moi est un petit peu énervant sur ce tacle, vite fait, c'est que l'arbitre va voir à la VAR le tacle de Mendes parce qu'il lui met jaune au départ pour changer, ce qui est pour moi pas débile puisque le tacle de Mendes mérite rouge selon moi parce que là, il prend la cheville, c'est dangereux même s'il y a pas une mauvaise intention et il le fait pas pour Paredes et on se demande pourquoi est-ce que là, les arbitres qui sont à la VAR ne vont pas dire à l'arbitre: «Va revérifier Parce par qu'il n'y a pas toi-même». blessure aussi. Oui, mais si on doit c'est le même débat, si on doit S'il y a attendre qu'il y a blessure, blessure, il a rouge. oui, mais si on doit attendre qu'il y a blessure pour mettre des cartons rouges, Oui, mais tu sais bien c'est comment une boîte de fonctionne Parfois, Pandore. ça joue. Après, tu sais, c'est un match. Lyon mène 1-0, c'est tendu comme ça. Tu sais que toi, arbitre, si tu en sors un, que ce c'est soit un toujours pas Lyonnais sur ou la un, même parce que chose. là, c'est à la Là, si 95e tu sors minute qu'il le Mendes à la sort, tu vois. 96e,
C'est pas la même Donc, chose qu'un Paredes. c'est pas la même chose que Paredes à l'heure de jeu ou quelque chose comme ça. Donc, ça joue aussi. Peut-être que s'il fait la même chose sur Depay à la 95e, peut-être qu'il est sur un rouge. Il y a Peut-être, ouais. toujours un côté un peu Oui, parce ne qu'à pas la perdre 95e, peut y avoir le aussi match qui était assez correct finalement, qui était tendu, mais assez correct. Et l'arbitre, il est toujours, tu vois, entre la loi et aussi le côté un peu psychologie, garder l'esprit du match quand même. Mais du C'est coup, pas pour revenir facile. sur le match, 45 très bonnes minutes et Ouais. après, finalement, j'avais peur qu'on recule, mais au final, là, pour une fois, le fait de passer à 5 derrière et de ré re de serrer les Pas espaces, ça a reculer été quand une même. ça a ét on a reculé, mais est-ce que Paris a vraiment été dangereux? Non, parce que, Non, mais c'est surtout Paris, je pense, qui fait un peu n'importe quoi sur la bah, fin. le truc, c'est qu'on Que on recule et on resserre les espaces, ce qui fait que contrairement, quand on prend 5-1 contre Paris et qu'on est à 10 et qu'on décide de jouer encore plus haut que quand on était à 11, bah, forcément ouais, ça Mbappé, il se fait c'est. plaisir. Là, le fait de se baisser, de resserrer les espaces, tu peux pas permettre à Mbappé de prendre de la vitesse. Donc, c'est quand même plus difficile pour eux de construire. Et en plus, on est tombé sur un Paris qui n'était pas inspiré et que chacun Clairement. voulait faire un peu son truc. On a aussi ce fait-là, on est bien d'accord. Non, mais Mais Tourelle, que je défends de temps en temps parce qu'il en prend plein la gueule, donc des fois j'essaie d'atténuer. Mais là, c'est une catastrophe. Mmh. C'est une Mais catastrophe. Ouais. je comprends pas cette compo à 3 qu'il fait, surtout avec La les attaquants de l'OM. composition d'équipe qu'il fait et qui maintient au bout de 20 minutes, tu vois que tu prends l'eau et que tu vas la prendre, met 4 défenseurs, fait rentrer Rafinha, met Di Maria qui était perdu, aucun repère au milieu de terrain, c'est pas parce qu'il a été bon il y a 1000 ans avec le Real Madrid en position de milieu de terrain, même encore un peu plus bas, que tu vois, et chaque fois que Emery a essayé un peu de temps en temps, Tuchel avait déjà essayé, ça a toujours été un désastre. Qu'est-ce que tu attends en plus devant le milieu de terrain de Lyon, qui est actuellement le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 et l'un des meilleurs d'Europe? Tu es fou, toi. Donc, remets à 4. Et tu comme ça, dans ton dos, tu n'auras pas les flèches qu'a Kadewere et Toko Ekambi, qui avaient l'intelligence aussi de rentrer dans l'axe. Ça ne sert à rien. Tu mets à 4, tu mets Rafinha au milieu de terrain avec Verratti, Paredes, et devant, Di Maria, Neymar. Parce que là, tu perds Neymar, qui est obligé de faire des trucs solitaires, si tu veux, parce qu'il n'a aucun appui devant. Tu perds Keane, parce qu'il n'a pas un ballon, et il n'en aura jamais. Tu perds Di Maria, qui est complètement perdu, et ses qualités, il ne peut pas les exprimer. Tu perds Verratti et Paredes, parce que du coup, à deux contre les monstres en face, entre guillemets, ils sont bouffés. Au bout de 20 minutes, quand Diallo est sorti pour blessure, moi, je pensais qu'il allait faire ça. Et la seule chose qu'il a faite finalement en deuxième mi-temps, parce qu'à un moment, le temps que ça monte au cerveau, il a mis Di Maria à droite, donc il y avait Di Maria, machin, un truc, et à plat Paredes, Verratti. Mais ça suffisait pas. Et je trouve ça terrible, quoi. Je trouve ça bon. Et après, Lyon aurait même pu avoir 2 ou 3 buts d'avance à la mi-temps. S'ils Ouais, il y a sont un peu beaucoup de plus situations qui adroits dans sont un peu mal jouées l'avant-dernière aussi. ou la dernière passe, mais ils plient le match. Il y a pas mal de situations qui sont mal jouées en première Très mi-temps. joli match. On a des situations, on était un peu plus précis techniquement avec la défense du PSG qui a du mal. On peut arriver à 2-0 à la mi-temps, même si le Je PSG a une pense. situation juste avant la mi-temps, mais tu recules 5 minutes, bon, tu peux accepter ça. En deuxième mi-temps, l'OL a quasiment plus de situations que le PSG. PSG, on a une grosse, c'est Mbappé à la 92e, quoi. Cette Ouais. frappe, t'as l'impression qu'elle va rentrer, bon, Ouais. elle passe un peu à côté, mais voilà, Ouais. c'est leur grosse situation. Autrement, ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est finalement un match assez logiquement remporté par l'OL. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'OL a fait son match. PSG a été mauvais. Au-dessus Tactiquement, de je tout. trouve. Pas forcément techniquement, mais surtout tactiquement. Et puis Tactiquement, bah oui, oui. quand Neymar il décide de jouer tout seul et qu'il prend le ballon à 50 mètres et qu'il percute 3 mecs, bon, bah, après il se fait avoir. C'est pas le C'est pas Neymar qu'on voit terrible, contre mais, Manchester, quoi. c'est pas terrible, mais à sa décharge, c'est encore plus dur quand tu prends le ballon à 50 mètres et que tu dois dribbler tout seul sans avoir des appuis et faire mine de la donner ou t'appuyer. Et là, il était totalement seul, le gars. Donc, tu as aussi perdu Neymar. Voilà. C'est incompréhensible. Mais la bonne nouvelle, parce que moi, celle-là, je la trouve excellente, c'est que le PSG est loin d'être champion cette année. On disait C'est vrai. chaque fois en début de saison ou même après quelques matchs, bon, le PSG sera champion. Et il se trouve qu'ils étaient champions. On a dit ça aussi l'année où Monaco a été champion. Moi, je me souviens, on avait fait un débat dans l'équipe du soir, la première partie. On était en décembre. Perso, je voyais Monaco champion à ce moment-là. J'ai le droit de me planter. Mais il se trouve que j'ai eu raison. Tout le monde disait oh, PSG, PSG, PSG. On a vu qu'à un moment, il ne pouvait plus. Parce qu'en face, c'était costaud. Et cette année,
moi, c'est pas parce que je suis sur votre truc, là, ça Et puis, il y a plusieurs mais équipes qui peuvent. je pense que plusieurs équipes, mais en particulier Lyon, si ils jouent pas de Coupe d'Europe, ils ont l'assise. Il a trouvé. Parce que la difficulté pour Lyon, c'était que pour la Ligue des Champions, avec les 5 derrière, les 3 milieux qui étaient très bons, hein, je veux dire Cacré et Guimarães, parce que là, il ne faut pas oublier Cacré et Guimarães, et ils sont remplaçants. Donc ça veut dire que tu as de la marge au milieu de terrain. Et Clairement. Paqueta, bon, vous en avez parlé, c'est un plus considérable. Et si Aouar maintient un peu le rythme. Là, comment il s'appelle Depay, il est dans les conditions où il était avec Koeman, avec les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il a 2 flèches sur les côtés. Donc, pour lui, c'est la solution idéale. Et pour les 2 flèches aussi, parce que Depay, c'est un joueur intelligent, qui peut être collectif, altruiste, etc. Et dans ces conditions-là, il ne sera pas obligé d'essayer de partir dans des dribbles compliqués comme il peut faire. La défense, vaille que vaille, ça va. Ils ont l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, un des 2-3, on va dire, avec Maignan, Navas, j'en oublie peut-être un. Une équipe comme ça, et qui est en confiance, et qui a plus de caractère maintenant avec un Paqueta et tout, avec le PSG, le PSG, ils ont toujours 7-8 blessés. Ils ont joué à Montpellier avec 8 blessés quand même. Là, il te manque Marquinhos, il te manque Mbappé quand même pendant 1 heure. Verratti, c'est un Verratti qui est un peu court. Et ça va être comme ça tout au long de l'année parce que le PSG, c'est toujours comme ça. Et sincèrement, je pense que Lille et l'OM dans un autre registre, mais alors, chaque fois à l'arrache, mais vaille que vaille, ils peuvent les emmerder. Mais l'équipe qui peut le plus les emmerder et aller au bout, c'est Lyon. Lyon qui jouera effectivement pas de Coupe d'Europe à la différence de Lille. Lille qui va jouer. Je dis la différence. Le problème, juste pour terminer ce que je disais, c'est qu'en Ligue des Champions, ils avaient les 5 derrière, donc ils étaient en position d'attente, assez confortable, mais c'était bien huilé. Les 3 au milieu de terrain, excellent. Et après, en attaque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Faire. Mais la difficulté, c'est que ça, tu ne peux pas le faire en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, Lyon, tu es censé faire du jeu. Tu ne vas pas rester là et être en attente, ce qui était incroyable comme ils étaient contre Monaco. Et ils ont joué sur les contres, et Monaco, avec leur défense boulevard, ça va, ils ont claqué des buts. Mais Lyon, maintenant, ils ont une équipe. C'était difficile de faire la transition entre cette équipe archi prudente et bien en place, qui ne joue que sur des contre-attaques, et une équipe en Ligue 1 qui ne peut pas être comme ça, parce qu'une équipe comme Lyon se doit de faire le jeu. Et là, la transition a été trouvée, et maintenant, cette équipe, il va la garder jusqu'au bout, il n'y a pas de raison, et la suite va être intéressante à mon avis. Un peu de suspense. Il va la garder, et il y aura peut-être quelques ajustements au milieu de terrain. Là, par exemple, cette semaine, il va y en avoir, c'est obligé parce que Thiago Menez s'est suspendu. Mais après, il y a un problème, c'est qu'il y a ce mercato hivernal qui va arriver. Qu'est-ce que va faire l'OL? Qu'est-ce que Aulas va se dire? Est-ce qu'on continue jusqu'au bout comme ça, en se disant, bon, Depay, il partira libre? Ou alors, est-ce qu'on essaie de le vendre avant? Moi, je pense que le mieux, c'est quand même qu'il parte à la fin de saison. Parce qu'il faut garder l'ossature qu'on a et que c'est plus important d'aller en Ligue des Champions à la fin d'année que de vendre maintenant. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être un départ en mercato hivernal, peut-être un milieu de terrain ou éventuellement Dembélé, si vraiment Dembélé, là sa situation est compliquée. Si Dembélé part, c'est pas de toi à moi, c'est pas bien grave. Voilà, oui, mais il faut quand même trouver quelqu'un d'autre, je pense. Pardon? Il faut quand même trouver quelqu'un d'autre parce que tu peux pas faire avec 3 attaquants, avec en plus Ryan Cherki qui est très jeune. Non, mais tu vas le trouver, Dembélé, il ne peut pas s'en sortir dans ce système-là. Même dans l'autre système, il ne pouvait pas s'en sortir non plus. C'est pas du tout le même type d'attaquant. Un autre jeu pour qu'il puisse exprimer ses qualités qui sont quand même bien particulières, mais bien présentes. Mais à Lyon, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Les amis, il faut qu'on termine là-dessus pour qu'on puisse avoir encore un peu de temps pour l'interview sur notre invité Didier Roustan. Tu parles de moi 5 minutes, c'est bon, ça suffit. Non, alors là, je peux pas te laisser dire ça, Didier, je suis désolé. Hein. Non, mais les gens... T'es un invité très intéressant et sur le chat, j'ai vu beaucoup de commentaires qui se réjouissent de ta présence. On a même fait un peu plus de 100 viewers en simultané il y a quelques minutes. Donc, merci à vous de nous suivre jusque-là. Si notre invité vous intéresse, restez avec nous puisqu'on va pouvoir lui poser quelques questions. Sinon, cassez-vous. Moi, je suis comme Piala au Festival de Cannes. Si vous m'aimez, c'est bien. Si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Voilà, exactement. Ce soir-là, au Festival à Cannes, c'était grandiose. Maurice Piala, formidable. Et fuck les haters, j'ai envie de dire. Voilà. Non, Didier, on va te poser tout un tas de questions. Vas-y. Et tu vois sur le chat, effectivement, on t'aime Didier, love sur Didier, quel plaisir d'avoir Didier.
Tu vois, comme quoi ici t'es très C'est apprécié gentil. et c'est le cas pour nous aussi. Didier, j'aimerais te poser cette première question un peu bateau, un Ouais. peu simple. Je vais pas te demander ton premier souvenir sur l'OL parce que ça va parler à très peu de gens, mais Hmm. je vais te demander ton meilleur souvenir de l'OL. Là, comme ça, si je te parle de l'OL, le souvenir qui te revient en premier, le match qui t'a fait lever de ta chaise, je sais pas moi, quelque chose Il y a, il y a- que tu retiens. non, il y a des matchs, alors, ceux qui m'ont fait plutôt lever de ma chaise, c'est effectivement la bonne période, c'est pas très original, puisque Lyon, avant, était quand même une équipe qui était forte en Coupe de France, Celle avec qui Genesio, était là. forte aussi en Coupe des Villes de Foire, avec des matchs homériques contre Tottenham et tout, mais enfin là, on est dans le milieu des années 60, donc ça ne dit pas grand-chose aux gens, mais c'était un club donc qui existait. Euh, Moi, c'est un truc con, tu vois. Alors, j'aimais beaucoup le Lyon à l'époque où Yves Chauveau était gardien de but. Moi, j'étais gosse à l'époque, j'avais 13, 14 ans, 15 ans. Et Lyon, ils avaient un ballon spécial où on jouait à Gerland avec ce ballon. C'est-à-dire, le ballon, tu vois, tu as le truc, il est blanc, et puis là, tu as les hexagones, là, pas noirs. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire. Mais c'est espacé intelligemment. Tac. Mais eux, ils avaient deux hexagones collés. Après, tu as un peu le blanc. Deux hexagones collés. C'était très curieux. Et j'adorais ça. Et comme j'aimais bien être gardien de but aussi, même si quand je jouais au foot, j'étais libéraux, j'aimais bien me jeter, faire le foot, tout ça et tout. Yves Chauveau, j'adorais. J'ai adoré aussi l'époque d'Inalo, les trois lutins, Dinalo, Lacombe et Chiesa. Chiesa qui était un joueur magnifique, mais particulier quand même. Tu vois, le mec, il a refusé l'équipe de France parce que ça faisait chier d'être loin de sa chérie quand il était en stage et tout. Enfin, c'était une autre période. Je me souviens d'un match en 73 au Parc des Princes que j'étais allé voir où Lacombe cède de la main pour marquer le deuxième but et Lyon gagne 2-1 contre Nantes qui avait été champion cette année-là. Et Kouékou en face, il marque un but avec la main aussi. Donc c'était un triomphe au niveau de l'arbitrage. Peu cher, c'était mon copain Robert Wurtz, mais les mains, c'est difficile à voir, quoi, etc. Donc j'ai toujours aimé Lyon. Et bizarrement, il y a eu des gens qui, à une période, pensaient que je n'aimais pas Lyon. Lyon fait partie des. J'adorais Nestor Combin, mais personnellement aussi, Nestor, c'était fantastique. Et j'ai toujours bien aimé Lyon. J'étais bien pote, très pote après quand il est venu à Cannes, parce que j'étais gosse aussi, j'avais 16, 17, 18 ans, avec Jean Baeza, qui a été l'un de vos stoppeurs dans les années, tu vois, début des années 70, fin des années 60, un petit peu début des années 70. Jean Baeza, un pied noir, roi du coup de tête, très bon de la tête, mais pour te donner un coup de tête et te faire tomber le mec aussi, il n'était pas commode, va mieux l'avoir comme copain. Nous, on est copains, ça va. Et, et le truc qui a été curieux, à un moment, c'était les supporters lyonnais qui pensaient que j'aimais pas Lyon. Tu sais pourquoi? Alors, Jean-Michel Aulas, Parce que... c'est moins Oui. ma tasse de thé, même si je lui reconnais des tas de qualités. Il y a quand même des défauts où, à mon sens, il a fait aussi du tort à Lyon, notamment dans la période un peu Genesio ou quoi, tu vois, à s'obstiner. Pareil, j'ai rien contre Genesio, mais il était clair que c'était plus l'homme de la situation. Et Ça s'il ne l'a voulait jamais que été. Lyon. Enfin bon, on va pas refaire Ah ce oui, débat-là. Et c'était bon ni pour Genesio. Après qu'il s'accroche, c'est humain parce que tu penses toujours que tu vas. Surtout qu'il y avait quand même des résultats à l'arrache, mais dans quelles conditions? Et pour Olas, c'était pas bon. Et on a l'impression que pour le coup, Olas, alors il n'était pas entouré, quoi. Il était un peu seul. Il n'y avait pas quelqu'un. Mais si le quelqu'un lui disait garde Genesio, alors après c'est autre chose. Mais après, bon, là, il est ce qu'il est, il a des qualités, mais le fait d'avoir ces qualités, ça ne doit pas donner aussi certains excès où des fois, je trouve il a un peu des côtés un peu méprisants, ou monsieur je sais tout, monsieur C, monsieur patati patata, ça va quoi. Après il est bon, hein, il est bon pour certains trucs, c'est un bon client. Moi, j'ai rien de spécial contre lui, mais c'est vrai que bon, peut-être avec lui, on n'est pas les meilleurs amis du monde, même si je le connais pas très bien. Je pense que dans l'intimité, ça doit être un gars sympa et qui a des qualités, c'est pas un problème. C'est quand même le seul mec qui m'a fait un procès en 44 ans de carrière. Ça, je l'ai pas oublié. Non, mais ça montre quand même. Ouais, Ouais, mais ouais. je l'ai gagné. Je l'ai gagné, mais à un moment, il y a un mec qui sonne, là, il dit, c'est pour vous un dossier. Je dis, vous êtes qui, vous? Ben, c'est un truc. Et jour, je suis attaqué au tribunal, alors, Jean-Michel Aulas, C'est quel ennuyé, procès? machin. Pourquoi?
mais je dis, c'est du délire. Pourquoi? Parce que, et c'est là où les supporters lyonnais, mais après, quand tu es supporter, je comprends, tiens. C'est quand ils ont gagné 7-1 à Zagreb. C'est pour ça. Ok. C'est ce que je voulais revenir Moi, j'ai après. vu, voilà, j'ai vu ce match. Et j'ai vu la première mi-temps où Zagreb, ils rentrent dedans, tu vois, ils y vont patati patata, où c'est pas facile. Il y a un mec de Zagreb qui se fait exclure, alors je veux bien qu'après, il soit à 10. Mais quand même. Et j'ai vu, en deuxième mi-temps, je crois que Gobis marque 4 buts. Mais c'est la rigolade absolue. Et j'ai trouvé ça m'a mis mal à l'aise. Et c'est tout. Après, ça m'a mis mal à l'aise parce que je connais un peu le foot quand même, je vois des choses. Et connaissant les Croates, qui sont quand même des guerriers, qui ont une certaine fierté, qu'à un moment, il y a un peu ces boulevards et tout, ça peut arriver en football. Hein. Des fois, une équipe peut marquer 4 buts comme ça en 7 minutes, il n'y a pas de problème. Mais j'en avais discuté, et j'avais un blog là-dessus, et voilà. Et il se trouve quand même que, attention, Jean-Michel Aulas, en aucun cas, d'ailleurs, je le précisais là-dedans, je ne le vois pas une seconde, je ne l'imagine pas comme ça, essayer d'arranger des bidons et de s'arranger en loose day et arranger un match. Pas du tout. Mais je pense, c'est moi plus au président de Zagreb, qui est un mafieux, qui a déjà arrangé des matchs, et il y a eu des choses comme ça. Et en face, si vous vous souvenez bien, c'est l'Ajax qui était comme ça avec Lyon. Et en fonction du match de l'Ajax, il fallait que Lyon marque X buts, il fallait peut-être 5 buts d'écart ou quelque chose comme ça. Et l'Ajax avait fait un enfant dans le dos à ce mafieux. Et donc, je me suis dit, il n'est pas impossible. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'Argel, je ne sais pas trop quoi, la société des jeux, qui, tu vois, qui fait très attention à des matchs éventuellement un peu bizarres et tout. Ils ont été, comme moi, ils ont été très. Enfin, moi, c'est pas mon métier d'être sur le match, quoi. Voilà, j'étais un peu mal à l'aise. J'en ai parlé comme ça, comme tu donnes ton sentiment, etc. Mais eux, c'était pas pour rigoler, quoi. Ils sont allés chercher, et puis après, bon, voilà. Et là, ils m'attaquent pour ça. Mais j'ai le droit d'avoir mon avis quand je vois un match de football. En plus, j'argumentais et je précisais bien que, en aucun cas, s'il y avait une embrouille, elle venait de l'Olympique Lyonnais. Elle venait plus, s'il y avait, du président mafieux en face, qui lui s'était fait avoir par l'Ajax, qui avait mis son équipe B 1 ou 2 ans avant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un tic de langage. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de le perdre, mais putain, c'est pas facile. Et que donc disait à l'Ajax, ils sont un peu en difficulté dans l'autre match, donc j'ai une chance de les baiser, donc peut-être que. Voilà, c'était tout. Puis Enfin, il a eu des histoires. Le président a eu des histoires de matchs truqués aussi, d'autres matchs truqués. Mais bien sûr, président-là, donc, sûr. c'est oui. pour ça. C'est pas un poète. Mais si tu as un problème avec ce que je dis, en plus j'y mettais les formes, je suis pas complètement crétin, et je dédouanais complètement Aulas. Si tu as un problème, téléphone-moi. Je dis Roustan, Jean-Michel Aulas. Oh, Jean-Mimi, ça va? Bon, ok, très bien. Alors, quel est le problème? Machin ou quoi? Je lui Il n'avait pas explique vu la le vidéo. problème. Mais je pense qu'il a même pas vu qui truc, mais qu'il y a des gens qui ont. Et ce côté, tu vois, j'aime pas ça, quoi. Moi, j'aime bien les choses, on s'explique, quoi. Tu vois, ce truc procédurier à la con. Il a joué, c'est pas son argent, hein, c'est l'argent du truc. Il a perdu son procès, mais c'est pas ça, je trouve. Bon, là, après, c'est pas grave. Mais absolument rien contre Lyon, au contraire. Il est 21h04 et on n'a posé qu'une seule question à Didier Roustan, mais en même temps, c'est déjà la meilleure réponse de toute l'histoire des interviews qu'on a faites dans le Goncast. Loïs, tu avais une question à poser à monsieur Didier Roustan? Oui, tout à Moi, fait. Didier, monsieur. C'est compliqué, pardon. Du coup, je ne sais pas si tu sais, mais en 2011, en Écosse, le diffuseur qui était Setenta a fait faillite. Les droits ont été rachetés par Sky Sports et pas mal de clubs ont subi ce manque à gagner puisque les droits devaient augmenter l'année après le moment de rachat et ils n'ont pas augmenté. Ça a fait un coup dur énorme à beaucoup de clubs, dont les Rangers qui ont coulé après, etc. Voilà. Ouais, bien sûr. Du coup, pour faire le lien avec maintenant, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle avec Mediapro? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on se retrouve avec des clubs qui pourraient avoir une situation similaire à ce qui s'est passé et peut-être, disparaître, c'est peut-être exagéré, mais être relégués, je sais pas, en N3, N4, N5 parce que financièrement, ça ne tient plus?
Il y a de quoi être très inquiet. C'est sûr que des clubs soient très bien structurés ou bien gérés comme Lyon, soit parce qu'il y a des moyens plus ou moins illimités comme le PSG, etc., etc. Déjà, l'OM, ça a été un miracle parce que quand tu vois les 2 trous financiers sur les 2 dernières saisons, je ne vois pas comment ils ont pu acheter ce Brésilien 11 millions d'euros et vendre personne. Mais bon, peut-être Covid, peut-être la DNCG a été un peu plus cool et tant mieux. Moi, j'ai eu un président, ils avaient un conseil d'administration, je ne sais plus, c'était jeudi ou vendredi dernier. Il me dit, Didier, au bas mot, déjà, tous les clubs vont perdre 15 millions d'euros. Alors, tu as des clubs, le budget, il est 25, 30, 35, si tu en perds 15. Mais plus grave, là où les clubs n'ont pas été vigilants, c'est que le contrat était donc sur 4 ans. Donc, eux, ils ont fait signer des joueurs et avec des salaires bien plus conséquents que la moyenne, en se disant, on pourra, puisque là, on va toucher ça, mais la deuxième année, on va toucher ça, et la troisième, ça, etc. Et tout. Et eux, ils sont dans une mer de noir, parce que la solidarité, après, au niveau des joueurs, quand tu leur dis, bon, bah, vous gagnez 300 000, peut-être, si ça passe à 260, c'est pas facile, hein. Et donc, enfin, pour répondre à ta question en faisant court, je suis assez inquiet. C'est vrai que on a l'impression, on voit les gros titres, Mediapro s'arrête, tiens, ils n'ont pas payé la deuxième traite, ni la première d'ailleurs, il y a les prêts, patati patata. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on imagine et ça peut peut-être exploser en plein vol, hein. De toute manière, moi, je trouve que le football vit au-dessus de ses moyens depuis longtemps, quoi. C'est une éternelle bulle spéculative qui est toujours sauvée parce qu'il arrive un autre dans le paysage au niveau des droits ou des choses comme ça. Ça va beaucoup dépendre de Canal+ aussi. Est-ce qu'ils vont mettre la main à la pâte pour arriver à 700 millions d'euros comme ils l'avaient fait avant, ou à se dire, il n'y a que nous sur le marché, qu'est-ce qu'on va payer cette somme-là? On va payer la moitié. Même la moitié, ils la prendront. Mais d'un autre côté, s'ils paient la moitié et que le football français s'écroule, leur produit n'est pas bon non plus. Donc j'espère qu'on va vite trouver un équilibre. Mais c'est pas gagné. Oli, une question avant qu'on se quitte. Oli, juste avant ta question, je veux que tu saches quand même, parce que tu dois pas regarder le chat, mais tu es très très encensé et réclamé sur le chat. Oh là là, c'est incroyable. Je n'y crois pas un mot. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est Non, vrai. Surtout j'avais- pour ta prise de vue en contre-plongée, qui est Exactement, c'est incroyable. Hein. assez magnifique. Tu vois, on a J'ai une l'impression d'être question, oui, j'avais pas de question forcément sur l'OL, donc je vais rebondir sur le foot en général. Est-ce que tu as une période précisément qui t'a qui t'a permis d'aimer le foot ou une équipe ou un joueur qui vraiment t'a fait kiffer, comme on dit chez les jeunes? Tu sais, j'ai eu la chance par rapport à mon âge. Moi, je suis né fin 57. Donc, je suis tombé dans cette potion magique d'un beau football, enfin d'un grand football, puisque quand il y a la Coupe du Monde 70, qui est une Coupe du Monde exceptionnelle, sans doute la plus belle, j'ai 12 ans. Donc, à cet âge-là, en plus, tu prends encore un max, tu vois, dans la tronche. Tu as une sensibilité qui est, voilà, tu découvres et ça, quoi. Et peu de temps après, 71, 72, 73, ce sont les 3 victoires de l'Ajax d'Amsterdam, Cruyff, qui sont en plus, j'ai du bol parce que moi j'étais interne à Antibes. Et à l'époque, sur les chaînes françaises, tu voyais que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, à l'époque on appelait ça comme ça. Donc tu voyais jamais l'Ajax, tu savais que Cruyff, machin ou quoi. Ce que tu avais vu, parce que les clubs français s'étaient retransmis, d'Europe des clubs champions, donc l'aller au retour contre l'OM, parce qu'à un moment, il y a une équipe française sur les 3 saisons, tu vois. Moi j'étais au match aller au Vélodrome avec mon papa qui est marseillais, d'origine marseillaise. Et non, mais là où j'avais du bol, j'étais interne à Antibes. Et nous, il y avait TMC à l'époque, pas le TMC actuel, un TMC que tu ne pouvais recevoir que sur la zone sud-est, tu vois. Et eux, ils reprenaient les matchs qui étaient retransmis en Belgique avec un commentateur belge très connu là-bas, une star qui s'appelait Arsène Vaillant. Alors c'était marrant parce que le poteau de corner, c'était le piqué, tu vois. Il avait des termes belges, on était tous morts de rire à l'internat. Mais on voyait les gros matchs contre le Bayern de Beckenbauer, contre Arsenal, ce truc. Et c'était fantastique. Donc j'ai grandi avec ça tout en jouant au football. Mais tu sais que ce qui marque l'enfance, ça va te suivre, quoi, parce que la force du football, c'est ce fil invisible que tu gardes
avec l'enfance. C'est toujours relié à l'enfance et tu deviens un enfant devant un match ou sur une action ou plein de choses. Et ça m'a structuré forcément sur le plan d'un certain football. Et voilà. Et alors, quand tu me parles des joueurs qui vont marquer et tout ça, eh bien évidemment, Pelé, parce que Pelé, les gens n'imaginent pas. Les mecs disent ouais, mais à l'époque, ils jouaient contre des boulangers ou des machins ou quoi. Mais les mecs sont des demeurés pour mettre des trucs pareils. Au Brésil, à l'époque, bon. Et Cruyff, bien sûr. Alors après j'ai eu la chance de voir le renouveau du football français et de le vivre. D'abord comme aficionados et après, comme je suis rentré en 76 à TF1, donc j'ai vu la fin des Verts à Liverpool, mais après la suite, les Lions de Furiani, Bastia, Sochaux qui fait une grande campagne, et sans aller jusqu'à l'OM 93, 91 et tout ça, y a eu la génération Platini, quoi. Et j'ai pu la suivre aussi professionnellement. Et là aussi, c'était dans ma zone de football, le football qui était pratiqué. Et après, il y avait aussi une certaine fraîcheur que tu perds maintenant parce que. Et c'est dommage, je trouve, que les choses soient professionnalisées à ce point à l'excès, qu'il y ait de telles sommes d'argent. Quand il y a trop d'argent, de toute manière, c'est jamais bon. Et que le football soit devenu un produit et un commerce et un business. Et le sport là-dedans, tu vois, au fur et à mesure, bon, alors après, chaque fois, tu vas trouver quand même des choses tu vas chercher le beau là où il se trouve, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que même si le jeu est moindre, cette fraîcheur et ce côté professionnel, certes, mais où tout est encore possible, je vais plus le retrouver en Amérique du Sud. Et je me sens plus chez moi quand je vois des matchs en Argentine, Uruguay ou des choses comme ça, parce qu'il y a une passion, tu vois, il y a une ferveur, et dans le jeu, il y a encore une fraîcheur, même si le niveau a considérablement baissé au Brésil, etc., puisque les mecs maintenant partent de plus en plus jeunes. Oui, c'est vrai qu'au Brésil, avant, là, il y a quoi, encore 10 ans, il y avait encore de gros salaires. Ils pouvaient retenir les joueurs. C'est plus vraiment le cas. Ouais, à peu près, mais dans le milieu des années 80, c'était mort. Et Larry Bosman a tué le football. Ouais, exactement. Ça, c'est... Ben oui. Parce Ça, qu'avant, le football avait sa personnalité, son identité en fonction du pays, tu vois, des entraîneurs, etc. Maintenant, c'est un bordel sans nom, bon, comme ça. Ouais, les amis, c'est sur un bordel sans nom. C'est sociétal aussi. Hein. c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une bonne émission. En tout cas, moi, c'est mon cas. Merci Didier Roustan de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci à ta patience. C'est vrai que ça fait longtemps que tu me sollicitais, mais chaque fois, ça se goupillait mal parce qu'il y avait l'équipe du soir, un truc. Mais je suis l'afficheur qui tient ses promesses. Je suis trop jeune pour avoir connu cette publicité, l'afficheur qui tient ses promesses. Malheureusement, c'était très fort. C'était très fort. J'avais une fille très sympa d'ailleurs, qui s'appelait, comment elle s'appelait? Je crois qu'elle s'appelait Marianne ou quoi, qui était d'une beauté, jeune, tu vois, 22, 23 ans. Elle était comme ça, mais tu voyais les jambes, tu vois, en maillot de bain, et elle avait les lolos à l'air. Et elle était comme ça, et elle est debout, là, je peux pas te le faire, si tu vois. Parce que, bref. Et le slogan, c'était machin chouette, je sais plus quel est le produit. Le 15, disons que là, on est le 15 novembre, j'enlève le bas. Putain, chaque fois quand tu passais, tu vois, en voiture et tout, tu voyais le truc, tu dis, on est combien là? Bon, ta chérie à côté, tu ne sais pas. Mais tu vois, un peu de délicatesse. Mais tu vas dire, ah oui, peut-être. Et putain, elle a enlevé le bas, mais elle s'est tournée. Donc tu voyais ses fesses, comme on voyait les fesses de Paul Naref, le chanteur, à un moment. Donc tu voyais ses fesses, tout ça, ça devait être autorisé, tu vois, c'était machin. Je te parle de ça, je sais pas, on est dans le milieu des années 80. Et c'était l'afficheur qui tient ses promesses, patati patata. C'était magnifique. Enfin voilà, c'est l'histoire, les enfants. C'est parfait. Merci pour cette anecdote. Je ne pense pas qu'on puisse finir l'émission d'une manière, pas d'une meilleure manière, hein, franchement. Merci pour tout. Voilà. Didier, juste avant de nous quitter, Didier, je voulais te poser une question. Le maillot derrière toi sur le mur, il a été porté? Ouais, il a été porté. Il a été porté par
Tu vois, j'enlève pas le bas là. Hein, j'ai ce truc. Non, regarde-le, c'est mieux. J'ai quand même un survêt. Non, parce que des fois, conditions, tu peux être en slip, tu vois, ou en truc. C'est pas. T'es à la maison, hein, du moment que t'es à l'aise. Ouais, ben voilà, là, je suis abonné de travail en fait. Oh. Il a été porté par Pjanic, ouais. La Et classe, voilà. la classe. C'est vrai. Ça va. C'est un énorme regret à l'OL pour le coup, parce qu'on a tellement. Alors après, j'ai d'autres maillots. J'ai celui-là qui va vous plaire. Faut pas. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Le vert qui fait toujours Là. mal au dessus. Ah, Oh, bah là, oui, là, bah ça. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah. Écoutez, Bon, mais celui-là, ça brûle. écoutez, vous l'apprenez maintenant. Didier Roustan fait gagner l'intégralité de ses maillots. Restez. Bon, voilà. Et là, C'est un peu là, il faux. y a Dieu, là. Ouais. Là, il y a Ah, il y a tonton, marre, là. Il nous a malheureusement. Il est là avec tués, avec son joli sourire. El grande Diego. les pibés des Quelle Roland. histoire. En Eh tout oui. cas, voilà, juste voilà, merci encore Didier de nous avoir accompagnés ce soir. On a passé un très C'était un bon plaisir. moment avec Merci toi. de votre invitation. Merci à Oli et à Loïs de m'avoir accompagné comme d'habitude. Hein, les gars, vous êtes excellents. C'est pour ça que vous êtes là chaque semaine. Non, mais il est pour le cadrage surtout. C'est le Exactement. Spielberg du. Tu vois, ça me rappelle un peu Shining, tu vois, avec Nicholson, tu sais, sûr. ton truc là. Tu vas arriver avec une hache tout à l'heure. C'est sympa. Et du coup, merci aussi à Hugo Ternes à la réalisation, Alex pour toutes les informations qu'il m'envoie pendant l'émission. C'est toujours indispensable de les avoir avec moi. Et d'ici là, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer 2 matchs, puisque n'oubliez pas, l'OL joue mercredi soir contre Brest. Lyon reçoit Brest et se déplace à Nice dimanche soir. Donc voilà, on va sûrement débriefer ça avec un nouvel invité, comme d'habitude. Lundi prochain, ce sera également la dernière de l'année. Après ça, on se retrouve après la trêve. Gentiment tous ensemble, sans coupe cette fois, parce qu'on a l'habitude de reprendre avec un match de coupe, mais cette fois-ci, pas de coupe. Malheureusement, pas de Donc, coupe. malheureusement, donc je sais pas Ils exactement. réfléchissent encore. Peut-être qu'elle démarrera fin janvier. Ils sont encore à l'étude. On espère pour le gardien remplaçant de l'OL qui, autrement, ne jouera absolument aucun match. Peu cher, ouais, Voilà. c'est sûr. Voilà, on espère pour même pour nous, hein, c'est toujours bien d'avoir des matchs de l'OL en plus, surtout que l'OL ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, on n'a pas l'habitude, donc ça fera toujours ça de gagner. Merci à tous de nous avoir suivis et nous, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 20h comme d'habitude. Salut les gones, ciao. Ciao.